Corner frappé par Del Castillo avec la tête de Brendan Chardonnay en dedans. Ici c'est vrai. Ouest France et It West présentent toute l'actu du Stade brestois avec David Guézenec, Alexis Xhaja et Laurent Frétinier. Un podcast animé par Tom Rossi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% ISEF après cette folle semaine pour le Stade brestois. Sans victoire, mais une semaine qui restera dans les mémoires. Pour en parler, Laurent Frétinier, qui, j'en suis sûr, se souviendra de cet enchaînement de gala Real PSG. Salut Laurent. Oui, un bel enchaînement, beaucoup de travail aussi, hein, un peu des nuits assez courtes, mais bon, voilà, c'était à vivre quand même. Également celui qui a succombé face au talent de Dembélé, difficile de résister. Salut Alexis Xhaja. Salut tout le monde, salut. Ouais, c'est vrai que Dembélé, pour le coup, lui, grosse semaine entre son triple avec des champions et contre Brest, c'était peut-être pas le moment de le croiser. C'est clair. Et puis lui est prêt, il s'est mouillé la nuque. Après Real et Paris Saint-Germain la semaine dernière, il est dans les starting blocks pour Troyes et Nantes cette semaine. Salut David Guézenec. Bonjour Tom, bonjour tout le monde. On est dans les starting, toujours dans les starting. Allez, au menu messieurs, double ration de Paris-Brest, première bouchée en Ligue 1. Les Brestois ont dégusté à Le Blé, mais n'ont pas démérité. À l'image de Ludovic Ajorc, encore buteur, et Mady Camara au four et au moulin. On s'intéressera aussi à ce Paris-Brest à la sauce Ligue des Champions. Une déception. Mais avant les paillettes parisiennes, semaine beaucoup moins bling-bling, 3 en Coupe de France et Nantes en Ligue 1. Objectif, double victoire. Allez, 100% ISEF, c'est parti. Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. 100% ISEF, toute l'actu du Stade brestois. Quelle semaine pour le Stade brestois. Le Real Madrid, plus grand club européen au Roudourou mercredi, puis Paris qui marche sur la Ligue 1 à Le Blé samedi. À chaque fois des défaites par 3 buts d'écart et pourtant nos Pirates n'ont pas démérité. Face à Paris, le score 5-2 paraît lourd. On y a vraiment cru, d'abord avec l'égalisation de Del Castillo au retour des vestiaires, puis la réduction de l'écart de Ludovic Ajorc à 3-2. À ce moment-là, notamment, on a vraiment senti les Tisef capables d'arracher quelque chose, Alexis. Ouais, c'est ça. Le score est très très lourd. Au final, 5-2, ça reflète pas trop ce qu'on a vu, même s'il y a eu un très bon pari. Mais ouais, des Brestois qui, un peu comme le Real en milieu de semaine, quoi, ils les ont regardés dans les yeux et vraiment on a cru un moment que ça allait basculer, qu'ils allaient pouvoir revenir. On en reparlera tout à l'heure. Il y a ce but à un partout pour Paris. Et oui, après en fin de match, ils ont voulu se livrer ils se sont livrés en voulant égaliser. Et c'est vrai qu'après, derrière, ils ont pris un peu le bouillon, mais ce sont des matchs en tout cas qui ont été spectaculaires, très plaisants à suivre et qui sont, je pense, quand même rassurants pour Brest et qui peut être ambitieux après avoir livré ces matchs-là. Clairement, nos Brestois ont regardé les Parisiens droit dans les yeux, Laurent, avec pas mal d'occasions, notamment je pense à celle de Fèvre en première partie de match. Ouais, c'est vrai que c'est un beau tir là, plat du pied. C'est dommage qu'ils le mettent pas celui-là, déjà pour lui, pour sa confiance et puis évidemment pour prendre le score. Mais c'est vrai qu'il y a un grand Donnarumma sur cet arrêt-là. Mais c'est vrai que oui, même si Paris avait plus de maîtrise en première mi-temps et a finalement ouvert le score assez logiquement, on sentait que Brest était dans le game et en retour des vestiaires, le but de Del Castillo, il est mérité. Franchement, c'est assez paradoxal, hein. On en parlera dans les enseignements, mais c'est malgré ce score, comme dit Alexis, ils prennent le bouillon à la fin, mais malgré ce score, on a vu un bon Stade brestois et il y a quand même des signes très positifs. C'est assez dingue finalement. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce match, parce que c'était un match de haut niveau, c'était un match de Ligue des Champions à Le Blé, hein, comme quoi il peut y en avoir aussi. Brest a failli 2 fois faire basculer le match dans l'irrationnel et Paris a douté, quoi. En fait, on a même vu les défenseurs dégager un peu n'importe comment le ballon. Ça leur ressemble pas par rapport à ce que veut Luis Enrique, par exemple. David, c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon de Ligue 1 à l'ancienne, une défaite encourageante. Beaucoup d'entraîneurs détestent ce terme, hein. Oui. Ce qui est sympa avec Brest, c'est qu'ils jouent leur jeu, quoi. Ils ont joué leur jeu contre le Real, ils jouent leur jeu contre Paris. Faut pas oublier contre le Real aussi. Leur prestation était vraiment intéressante, quoi. Ils arrivent contre de ce talent, de cette valeur, à montrer qu'ils existent. Et clairement, face à Paris et même face au Real, nos Brestois n'ont pas renié leurs idées de jeu. C'est ce que vous a dit Eric Roy. Moi, je suis fier de mes joueurs quand même ce soir. Je pense qu'ils ont fait un match plein. Je pense qu'ils ont été acteurs. Ils ont
Ils ont essayé de bousculer cette grosse équipe, voilà. Et je préfère mourir avec nos idées, dans la volonté de jouer, plutôt que d'être tous derrière et d'attendre et de prier le bon Dieu que le PSG n'arrive pas à trouver la solution. Je préfère ça, et c'est vrai que Ludovic est un peu à l'image de cette équipe ce soir, généreuse, talentueuse parfois, et récompensée aussi par son but. Ludovic, qui fait évidemment référence à Ludovic Ajorc, une équipe généreuse qui méritait mieux, Alexis? Oui, qui méritait mieux. Forcément, on a envie qu'il soit récompensé après avoir livré 2 matchs comme ça dans la semaine. Après, c'est vrai que Paris en face était très fort. Ils ont su aussi saisir les opportunités en étant assez cliniques devant le but, mais un peu comme le Real d'ailleurs en milieu de semaine. Mais oui, c'est clair que c'est un peu frustrant de terminer cette semaine avec 2 défaites, de lourdes défaites surtout en fait, parce que de perdre de cette façon, comme disait Eric Roy, c'est pas grave. Au contraire, c'est plutôt une belle image qu'a montré Brest, mais voilà, oui, au final il y a 2 défaites, mais contre des adversaires qui sont d'un calibre tout autre, donc il n'y a rien de déshonorant en tout cas de perdre, et encore moins de cette façon. Justement, en face, on l'a rappelé et on le rappelle encore, il y avait un grand Paris, vraiment une belle équipe et un immense Dembélé, auteur de 2 triplés en 3 jours, Laurent. Ouais, c'est un grand pari. C'est sa 34e victoire de suite à l'extérieur du PSG en Ligue 1. Non, match sans défaite en Ligue 1. À l'extérieur, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est un grand pari, c'est un pari en maîtrise. J'ai noté quelques stats. Ils se font presque 800 passes parce que ça prouve leur maîtrise. Mais dans ces 800 passes, il y en a près de 200 dans le dernier tiers. C'est-à-dire que ça va vite devant. Et puis avec des tels attaquants, et comme quand on a un Dembélé à ce niveau-là, c'est assez stratosphérique. En fait, c'est des joueurs de top mondial, comme on a eu Rodrigo et Mbappé à Roudourou l'autre jour, et là il y avait Dembélé. Voilà, c'est imparable en fait, des joueurs comme ça, quoi. Mais moi, ce que j'aime dans la déclat de Roy là, c'est que ça résume tout l'état d'esprit des Tisef dont parlait David là. On aime ça, quoi. Et David, il a connu justement des coachs où c'était pas ça du tout, quoi. Je te laisse confirmer, David. Ah oui, on a eu des coachs précédents qui faisaient peur aux joueurs, un peu trop négatifs, qui du coup les stressaient, ou des coachs prudents. Là, on a vraiment un coach qui joue leur chance, avec en plus des schémas pas mal de schémas différents. C'est un Brest qui joue sa chance, quoi. Voilà, on veut pas avoir de regrets, et qu'on joue le Real, qu'on joue le PSG, enfin des équipes lumière comme ça, on ne peut pas avoir de regrets, et à la limite on a presque des regrets compte tenu du scénario du match, même si bon, je pense que à un moment il y a un tel talent en face que ça aurait été quoi qu'il arrive compliqué. Mais oui, ça, si on en reviendra tout à l'heure au but parisien du 2-1 qui est validé et qui pouvait changer la donne. Un but de Dembélé, justement. On va revenir sur le PSG de Dembélé, parce que évidemment, en plus de nous impressionner nous, il a impressionné Eric Roy et Ousmane Dembélé. On peut pas se focaliser à 100% dessus, sinon ça laisse des espaces. Le problème, c'est que si tu maîtrises Dembélé, après il faut maîtriser Doué, puis après il faut maîtriser Xvara, après il faut maîtriser Barcola. Donc tu vois, sur le match du Real Madrid par exemple, on se disait déjà, si Mbappé marque pas, on pourra peut-être faire quelque chose. Mbappé a pas marqué, mais bon, Rodrigo est sorti du chapeau et c'était Rodrigo. Donc le problème, c'est quand tu joues ces équipes top mondiales, qui sont de toute façon dans les 6-7 meilleures équipes du monde, t'as 4-5 attaquants de très très haut niveau, donc tu peux pas te focaliser seulement sur un joueur. Alexis, Dembélé, c'est l'un des top joueurs que tu as vu à Le Blé ces derniers mois? Oui, sans aucun doute. Je crois que c'est peut-être le seul adversaire que j'ai vu marquer un triplé à Le Blé. Je réfléchis. Je crois que c'est le seul. Il y avait eu Doumbia l'année dernière, mais c'était pour les Brestois, le quadruplé. Mais ouais, Dembélé, ça va vite. C'est surtout dans les placements, moi, qui m'ont impressionné. Je crois que c'est le 3e but où là, c'est une passe de Lee, une passe masquée dans la surface qui trompe 2 Brestois. C'était fantastique. Et dans les placements, dans la vitesse, on voit aussi qu'il dézone beaucoup. Ça va très vite, c'est très dur, mais derrière, ouais, comme disaient David et Laurent, Brest qui joue son jeu, donc c'est aussi super plaisant. Et en tout cas, c'est des bons enseignements pour les deux prochains matchs qu'ils affronteront en Ligue des Champions. Et c'est sûr que même s'ils peuvent pas se focaliser seulement sur Dembélé, ils auront une attention encore plus particulière, je pense, sur lui après ce qu'il leur a fait ce week-end en championnat. Et on peut considérer que ce week-end, ces Parisiens-là n'avaient pas besoin d'un coup de pouce de l'arbitrage pour repasser devant à 2-1. Un hors-jeu passif, clairement actif selon les Brestois. Laurent, tu peux nous décrire l'action avant qu'on écoute Brendan Chardonnay là-dessus?
C'est Nuno Mendes qui est hors jeu, qui arrive dans le dos de Brendan Chardonnay. Et Chardonnay, du coup, joue le ballon de la tête et même finit au sol. Donc, finalement, c'est pas du tout un hors-jeu passif parce que Chardonnay est obligé de jouer son duel et le ballon arrive finalement dans les pieds de Dembélé qui marque le but. C'est ce que dit d'ailleurs Brendan dans le son là, que tu vas nous proposer. Est-ce que vous pensez que si j'ai pas de défenseur derrière moi, je la joue de la tête? Je peux pas dire grand chose de plus. Moi, j'ai un attaquant derrière moi, je suis obligé de jouer le ballon. S'il est hors jeu, ça change tout. Je joue pas le ballon. S'il y a personne derrière moi, je joue pas le ballon. Donc ça change tout. Bon, Laurent, ce but aurait dû être refusé? Je crois que l'explication est simple et claire. En fait, oui, pour moi, oui. Après, je suis pas un grand spécialiste de l'arbitrage, mais oui, c'est une interprétation qui est un peu passive. Surtout, en plus, il y a duel et il se retrouve même au sol, Chardonnay. Donc là, comme tu sais, t'as tout dit finalement, un hors-jeu passif qui devient actif, quoi. Donc pour moi, ouais, il y a pas de but. Et David, ça change tout vraiment? Disons que ça change tout. Moi, je sais pas. Le problème, c'est que Brest était dans un temps fort à ce moment-là. Mais je pense pas qu'au final, ça aurait changé le score, évidemment. Paris avait un tel niveau que c'est dur d'imaginer autre chose qu'un succès parisien. Mais évidemment, que c'est au moment où Brest est dans un temps fort, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ils venaient de les faire douter un petit peu. Ils les ont refait douter un peu plus tard dans le match quand York met son but. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Ils se mettent à douter. C'est ça qu'on ne saura pas, en fait. Donc, puis sur le but, oui, je pense qu'il n'y a pas de débat. Pour moi, Nuno Mendes fait action de jeu et fait que Brendan Chardonnay joue le ballon qu'il n'aurait jamais joué. Il l'aurait laissé pour Bizot. Évidemment, pour moi, il y a hors-jeu, ce but aurait dû être refusé. Moi, je suis d'accord avec David. Après, ça peut changer parce que Paris, quand même, on a vu sur ses statistiques, est une équipe qui peut concéder des matchs nuls après ces matchs de Ligue des Champions. Alors là, ils étaient encore en mode Ligue des Champions après leur carton à Stuttgart. Mais comme Brest était dans un temps fort, s'ils ne marquent pas ce but-là, peut-être qu'ils peuvent se mettre. C'est aussi une équipe qui peut avoir tendance à ronronner dans sa maîtrise du ballon, à moins piquer comme ils l'ont fait. Alors, avec un but refusé, voilà, ça peut changer. Et puis, comme Brest est dans ce temps fort, si Brest marque un deuxième, voilà, moi je pense qu'il y avait peut-être moyen au moins d'accrocher un nul. Je dis pas gagner ce match, mais d'accrocher peut-être un nul s'il n'y avait pas eu ce fait de jeu. Parce que quand on revient au score comme l'a fait Brest et qu'on encaisse aussi vite un but et un but injuste, c'est compliqué. D'ailleurs, il y en a un troisième qui suit. Et ce qui est dingue, c'est que ces Brestois vont quand même mettre un deuxième et revenir à 3-2 et avoir 2 occasions d'égalisation à 3-3. Donc, moi, je pense que le nul était accrochable si ce but avait été refusé. Voilà, après, on va pas refaire l'histoire, hein, malheureusement, on peut pas remonter le temps. D'ailleurs, tous les joueurs étaient plutôt lucides à la fin en zone mixte. Ils nous disaient que, oui, ils se cachaient pas derrière ça, que oui, Paris avait été plus fort à la fin, qu'ils avaient beaucoup souffert. Mais c'est vrai qu'il y avait c'était plus de la frustration en fait que le match bascule sur cette action-là. D'ailleurs, Bruno Grougy qui s'est arrêté aussi en zone mixte, c'était un peu un adjoint d'Éric Roy, était vraiment frustré là-dessus. Il dit que chaque année, contre Paris, ça bascule sur un moment un peu qui est un peu litigieux. Il y a eu les pénaltys les dernières saisons, dans les dernières minutes. Là, il y a ce but hors jeu. Donc c'est plutôt ça, je pense, au-delà. Enfin, tout le monde acceptait le fait que Paris avait été supérieur, ou en tout cas sur la durée très fort. Mais c'est le fait que on ne sait pas, comme dit Laurent, ce qui serait pas, ou David, ce qui serait passé en fait à un partout si c'était resté comme ça. Et oui, Laurent le dit. En plus, juste derrière, ça les déstabilise totalement et ils prennent le 3e but. Donc après, c'est plus pareil d'être à un partout et de mener 2 buts. Forcément, pour la fin du match, ça change beaucoup et ils sont obligés de se livrer pour revenir. Allez, après la polémique, messieurs, on s'intéresse aux individualités parce que oui, certains ont brillé. Quand je vois son jeu, je suis amoureux. Quand j'entends sa voix, je suis fan d'Éric Roy. 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois. C'est le serial buteur du moment. Ludovic Ajorc a encore marqué son 4e but en 4 matchs de Ligue 1. Et quel but, David ? Surtout que c'est un grand gabarit à York, donc le mettre comme ça, on s'y attendait pas. Pacho se fait enrhumer, une super belle frappe, avant une belle feinte avant. Enfin, c'est propre, à York, il fait 1m95 ou un truc comme ça, mais c'est un joueur de ballon au pied, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on a vu une grande partie de sa palette, là on n'a pas vu de but de la tête, mais
Au-delà de ses qualités footballistiques, on en parle quasiment toutes les semaines, c'est un garçon dans le groupe qui s'est vite intégré, dans le collectif. Il est comment, Ludovic Ajorc? Ouais, il y a Pierre Esmelot qui le chambrait un peu là en zone mixte à la fin, qui disait ça y est, il s'est acclimaté à l'air breton, ça met du temps, mais quand on y arrive, après on est à fond. J'ai l'impression comme ça que c'est un garçon qui est apprécié par l'ensemble du groupe. En tout cas, tout le monde était très content de sa bonne période. Là, il est totalement en feu. On sent qu'il est en confiance. Là, sur son but, il se le crée tout seul en fait. Et il contrôle. En fait, il a une présence devant la défense adverse qui pèse quoi, et qui fait déjouer peut-être les défenseurs. En tout cas, qui attire les défenseurs parce que même sur le premier but brestois, c'est lui qui est sur un long ballon de Lala qui est en train de peser sur la défense et qui les oblige à relancer un peu dans l'axe. Et derrière, Del Castillo qui marque. La semaine dernière, au Havre, c'était pareil. Il avait fait un grand match. Et surtout, en fait, il est très altruiste. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a apprécié. C'est que il marque, mais il donne aussi beaucoup de ballons. Et parfois, peut-être un peu trop. Au Havre, il a décalé plusieurs fois ses coéquipiers alors qu'il aurait pu prendre sa chance. Donc, c'est un buteur un peu atypique. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en tout cas, le groupe l'adore. Laurent, Ludovic Ajorc, un attaquant, je dirais, intelligent. Oui, parce que par cet altruisme, cette façon de décaler les joueurs, moi je trouve aussi c'est un sacré athlète parce qu'il enchaîne beaucoup, il est un de ceux qui joue sans doute le plus de cette équipe et il fait des efforts incroyables jusqu'à la fin. Il sprintait à 3-2 là, il a multiplié les courses pour continuer du pressing. Franchement, c'est un sacré athlète. Vu sa grande carcasse là, il a une santé de feu, des jambes de feu. C'est vraiment une très belle surprise. Moi, je le pensais pas à ce niveau-là, et capacité d'adaptation, altruisme, et puis il commence à avoir de belles stats là. Donc ouais, super joueur. Il disait qu'il avait besoin d'enchaîner les efforts. Il disait que lui, plus il enchaînait, meilleur il était. Sur son parcours, faut pas oublier qu'à Strasbourg, il était déjà très très fort. Hein. C'est qu'en effet, à Mayence, il joue pas, et puis du coup, il joue très peu, il perd confiance. Là, on lui redonne confiance et il montre de ce qu'il est capable de faire. Là, il marque 4 buts en 4 matchs, et c'est des stats qu'il n'avait jamais atteints. Enfin, c'est déjà bien. Ouais. Autre garçon dont on parle souvent dans cette émission, Mady Camara. Il était une nouvelle fois partout sur le terrain, au four et au moulin, Alexis. Ouais, il était. On avait du mal à lire un petit peu le schéma au début de match. Ça ressemblait à un 4-2-3-1 avec Mady Camara, un peu sur la même ligne que Pierre Esmelot, mais forcément avec un rôle habituel de box-to-box où on le sait capable de monter très haut et de défendre. Et là, face à Paris, c'était un peu compliqué. Enfin, compliqué. Il a tenu son rôle, mais il était face à ces Parisiens qui bougent beaucoup au milieu de terrain. On le voyait essayer de compenser, monter, presser haut, compenser derrière. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il a donné énormément. On le voit courir partout. On parlait du Ludovic Ajorc qui fait énormément d'efforts. Mady Camara, c'est pareil au milieu de terrain. Il se donne, il est partout et il a du jus parce que il essaye toujours, même en fin de match, de se projeter pour apporter le danger. Donc encore un beau match, même si un match plus difficile, je pense, pour se mettre en valeur, parce qu'il y a quand même beaucoup de tâches défensives et de placement, essayer de couper les lignes adverses. Mais là aussi, on voit qu'il est bon là-dedans. David, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur Mady Camara qui, même quand les matchs sont compliqués, il est au moins moyen bon? Ouais, oui, puis surtout, c'est comme Ludovic Ajorc, c'est son volume physique, quoi. Il court partout, quoi. On l'a dit, Alexis en parlait. Il a une capacité à redoubler les efforts. Donc, oui, on a un peu tout dit sur lui, hein, box to box. On aime tous ces types de joueurs. Il y en a pas beaucoup qui ont ces compétences. Et ouais, c'est vrai qu'on a un peu tout dit sur Mady Camara. Laurent, est-ce que toi, tu as tout dit? Moi, c'est vrai que c'est un peu mon coup de cœur, ce joueur. Mais oui, on a tout dit sur lui. Alors, ce qui aurait été formidable, c'est que sa tête sur un corner là, qui passe tout près de la cage de Donnarumma, rentre dans le but et égalise à 3-3. Là, ça aurait été parfait. Mais c'est comme ça. Le sort en a voulu autrement. Mais oui, c'est un joueur, comme tu disais, même quand il est moyen, il est déjà au-dessus de la moyenne. Donc, moi, j'adore ce joueur. Bon, messieurs, 5 buts encaissés quand même ce week-end. On est obligé de s'arrêter quelques instants sur la défense. D'abord, peut-être un tout petit mot sur Marco Bizot, qui ne peut pas grand-chose, à part peut-être sur le deuxième but, Alexis. Il n'a pas eu d'énormes arrêts à faire. Malheureusement, il en prend 5. Mais voilà, il n'y a pas non plus de grossière erreur. En début de saison, il était peut-être un peu en dessous du niveau où on avait connu ces dernières saisons à Brest. Et là,
Là, il est quand même remonté grandement en puissance depuis quelques mois, depuis la fin d'année dernière. Mais c'est vrai contre Paris, j'ai plus en tête là tous les buts, mais je crois pas qu'il soit impliqué sur un but. En plus, sur le deuxième, il est quand même absorbé sans doute par le duel avec Chardonnay qui se retrouve au sol. Je sais pas, ouais, c'est compliqué à dire. Mais c'est vrai que c'est un match où tu en prends 5 et qui doit être très très frustrant pour un gardien parce que tu peux pas grand chose, quoi. Allez, parole à la défense et à nos latéraux. Lala et Zogbe ont vraiment souffert face aux ailiers parisiens, David. Ah oui, alors après, Zogbe, c'est sa deuxième titularisation en Ligue 1. Coltini, Dembélé, puis Désiré Doué dans la foulée, c'est quand même pas 2 cadeaux. Donc évidemment, Zogbe, c'est pas simple. Il est extrêmement volontaire. Il avait tendance à pousser des fois un peu loin son ballon en phase offensive. Mais après, qu'est-ce qu'on peut pas en vouloir à un gamin qui a 19 ans, qui fait sa deuxième titularisation en Ligue 1, qui se retrouve face à Dembélé puis Désiré Doué. Quant à Kenny Lala, il est extrêmement régulier. Là, il s'est fait avoir par Barcola en vitesse. Oui. Se faire avoir par Barcola en vitesse, ça arrive à beaucoup de gens aussi. Oui, il a peut-être été un peu moins bien que d'habitude, mais enfin, il faut aller voir ce qu'il y avait de son côté aussi, avec la recrue au nom imprononçable, Kvara, qui était là, à faire les appels, les transmissions. Moi, là, c'est un joueur, depuis qu'il est à Brest, qui est extrêmement régulier. Il est pris de vitesse par Barcola sur, je sais plus lequel but, c'est peut-être le premier d'ailleurs, je pense. Mais bon, voilà, après... je vous dis qu'il n'est pas de pris de vitesse par Barcola dans le championnat de France, il n'y en a pas beaucoup. Il faut être indulgent avec nos latéraux, Laurent. Oui, il est pris de vitesse, mais je pense qu'il y a une erreur de placement à la base où ils doivent pas. D'ailleurs, Roy l'a souligné, il disait sur une passe intérieure, il y a sans doute eu des problèmes d'alignement de la défense face à des telles flèches. Et justement, ça sera un des enseignements, même si évidemment. Paris s'adaptera et Luis Enrique changera sans doute non pas son système mais les joueurs dans le système, donc c'est assez difficile à lire. Quand on a des Barcola qui va aussi vite, c'est une fusée ce joueur, et un Dembélé à ce niveau-là, c'est sûr que évidemment les latéraux ont commis quelques erreurs, mais qui n'en commet pas contre ces joueurs de très très haut niveau, donc ils sont pas blâmables en fait. C'est ça finalement la frustration de ce match, quoi. Ouais, Kenny Lala le disait après, c'était en fait face à ce genre d'équipe et ce genre d'adversaire, il faut faire le match parfait. Lui, il disait que sur le but où il est pris de vitesse, il a 1 mètre ou 2 peut-être trop sur l'extérieur, et que voilà, c'est les tout petits détails qui changent un match face à ces joueurs-là. Donc c'est les petits détails qu'il faudra essayer de régler avant la Ligue des Champions, mais c'est sûr que c'est des sacrés clients en face, et on peut pas les blâmer sur ce genre de match. Petite précision, je vais devoir contredire un peu mon chef, mais Luc Zogbe, je crois que c'est sa 5e titularisation quand même cette saison. Ouais. Mais ça reste quand même un joueur. En revanche, à gauche, c'est que la 2e, je crois, effectivement. Ah oui, c'est à gauche, excuse-moi, je pensais à gauche, tout à fait. Mais ça en reste pas moins un jeune joueur. Mais par contre, un jeune joueur, franchement, en devenir, on voit les progrès, lui, de match en match, quoi. Et c'est aussi parce qu'il n'aura pas tous les jours des joueurs de ce calibre-là, et sur des équipes qui sont plus du niveau de Brest ou même inférieur, franchement, je pense qu'il fera la maille sans problème, quoi. Il joue pas sur son côté préférentiel, quoi. Il a 19 ans. Avec cette adversité-là, c'est tout un cadeau. Donc, quoi qu'il en soit, on espère que tout ce petit monde ne prendra pas encore 5 buts dans une semaine. Quand je vois son jeu, je suis amoureux. Quand j'entends sa voix, je suis fan d'Éric Roy. 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois. Une overdose de Paris-Brest. Après ce choc en Ligue 1, nos Brestois vont donc de nouveau affronter les Parisiens en barrage de Ligue des Champions. L'autre option, c'était Benfica. Là, clairement, c'est une déception, David. Bah oui, ils voulaient tous Benfica, à commencer par Pereira Lage, qui est franco-portugais. Bah oui, c'est une déception pour le public aussi brestois. Voilà, ils l'ont tous dit. Enfin, Benfica, c'est un parfum d'Europe. Le PSG, c'est un parfum de Ligue 1, même si c'est un cadre européen. Donc, je vais répéter Hugo Manetti, le PSG, on les a joués pas mal de fois dans notre carrière. Benfica, c'était une première. Et puis, au demeurant, après, on ne sait pas s'il y avait plus de chances de passer quand on voit le niveau de Paris ce week-end. C'est sûr que ça impressionne. Mais Benfica a fait de bons résultats aussi dans son parcours européen. Mais oui, ça n'a pas un parfum d'Europe, quoi. Donc forcément, tout le monde est déçu à Brest. C'est une déception. On n'ira pas sur les bords du Tage. On ira du Lapin Rouge à Guingamp au Moulin Rouge à Paris, pour se consoler.
Alexis a pris date ou non? Lapin rouge ou moulin rouge? Les deux, Alexis. Oh. Les deux. Non, mais ça reste un 16e de finale de Coupe d'Europe, ce que disait Roy. Évidemment qu'il y a des déceptions pour tout le monde, mais ça enlève le parfum européen, mais ça restera un grand match à jouer. Après, voilà, c'est sûr, c'est dommage, mais ça sera un énorme rendez-vous pour Brest. Et ça reste quand même excitant, même si, voilà, forcément, l'Europe Tour prend un coup en allant à Paris, surtout dans une période où on les affronte déjà en championnat, et peut-être si le tirage au sort est à 15, si Brest passe contre 3 en Coupe de France, en quart de finale de Coupe de France, ça serait dur. Ah ouais, ça serait pas mal. Bon, l'avantage, c'est qu'avant cette double confrontation, Brest sait à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match de samedi pour faire mieux? Quel motif d'espoir on peut entrevoir? Qu'est-ce qu'il faut travailler? On va faire un petit tour de table sur les aspects importants selon vous. Allez, Laurent. On en parlait tout à l'heure, la défense si possible, les alignements face à ces joueurs, mais pas simple. Peut-être essayer de laisser moins d'espace. Je pense que Eric Roy a décelé des choses parce que il a rien voulu en dire. Et quand on lui a demandé quels enseignements, il a dit ils sont très forts, et il a rien dit de plus. Bon voilà. Donc ça veut dire qu'il a peut-être vu quelques trucs qu'il ne veut pas dévoiler. Ils ont tous dit à peu près. Joueurs, Bruno Grougy, que c'était une autre compétition, que ce serait comme si c'était une autre compétition, il y aura un autre état d'esprit. Alors peut-être le fait aussi de jouer au Roudourou fait qu'ils ont l'impression de changer, alors que bon, moi je trouve quand même que c'est vraiment dommage qu'ils jouent pas à Le Blé, parce que bon, ils ont pu jouer PSG à Le Blé samedi, et ils n'ont pas le droit de jouer le PSG en Ligue des Champions à Le Blé. C'est l'absurdité de l'UEFA. David, qu'est-ce que tu dois si tu étais à la place de Roy, tu travailles quoi? Alors moi, déjà, je sais pas ce que je travaillais à la place d'Eric Roy. C'est tellement fort en face. Enfin voilà, j'ai parlé encore de Vara, voilà, alors cru là, dans un prononçable qui m'a impressionné samedi. Aussi, évidemment, les Brestois vont travailler d'autres choses, mais les Parisiens, ils ont tellement de solutions. Après, oui, si on n'arrive pas à battre Paris à Le Blé, et je crois que c'est pas arrivé depuis des lustres, si c'est déjà arrivé, on les a encore jamais perdus à Guingamp, hein. Peut-être qu'on va les gagner, qu'on sera à 100% de succès à Guingamp, et puis après on verra. Alexis, si tu étais l'adjoint de David, tu lui dirais quoi? Ouais, faut garder espoir. Non, mais en tout cas, en zone mixte, comme pour rebondir sur ce que disait Laurent, les joueurs, ils étaient forcément déçus d'avoir pris 5 buts, mais tous étaient pas rassurés, mais en tout cas disaient qu'il y avait des failles dans cette équipe parisienne, et que du coup, pourquoi pas, quoi, qu'il y aurait des choses à travailler. Kenny Lala parlait de ces quelques mètres, ces petits détails à régler. Enfin, ils pensent qu'ils ont un coup à faire. Et en tout cas, ouais, ça se jouera au Roudourou. S'il y a encore de l'espoir au Roudourou, pourquoi pas. Mais il faudra faire un bon résultat là-bas, quoi. Pour lever un peu ce que disaient mes collègues, c'est vrai que ce qu'ils ont écrit cette semaine, c'est que entre le match à Barcelone, où c'était un autre très grand d'Europe, et le match contre le Real et celui de Paris, parce que Brest a progressé. Brest avait subi à Barcelone, on ne les voyait pas en position de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on les voit en possibilité de bousculer ces cadres européens. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ils peuvent les bousculer. Ce n'était pas le cas il y a 4 mois. Ouais, c'est Eric Roy qui dit je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai que ces Brestois apprennent vraiment vite. Il y a peut-être aussi un autre motif d'espoir dans le jeu, parce que au niveau de l'état d'esprit, de l'intensité, on sait que ces Brestois le mettront. Et peut-être qu'eux, ils n'auront aucun problème pour préparer ce match, même si c'est Paris et une Ligue 1, parce qu'ils vont jouer leur va-tout. Alors que peut-être que Paris ne préparera pas ce match comme ils ont dû préparer Manchester City, quoi. C'est quand même des stars qui aiment quand ça brille, qui aiment les gros matchs. Qu'en plus, avec ce 5-2, ils prendront peut-être un peu Brest un peu de haut. C'est peut-être cette chance-là à la maison de pouvoir faire un résultat à la maison. Après, sur la double confrontation, je pense que c'est compliqué, quoi. Bon, messieurs, on fait le grand écart, parce qu'avant les paillettes parisiennes en Ligue des Champions, il y aura le froid troyen en Coupe de France et le FC Nantes en Ligue 1. 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois. Après l'enchaînement Real-Paris, mouillez-vous la nuque, on plonge dans l'Aube, direction 3 en 8e de finale de Coupe de France ce mardi. Les Troyens sont 12e de Ligue 2, et quand on sait qu'il ne reste plus que Paris, Lille et Nice en grosse équipe, clairement on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer dans cette compétition, Alexis. Ouais, c'est vrai que l'opportunité est belle. Le Brest, dans son histoire, est allé que 2 fois en quart de finale.
Là, ils seront grands favoris de ce match-là, même si forcément, il va falloir réussir à retomber de cette semaine folle contre le Real PSG. Il y aura sûrement beaucoup de turnover, des joueurs qui jouent moins peu, peut-être une première de Bourgo la recrue, pas mal d'inconnus du coup dans le 11 et une équipe qui sera moins forte peut-être sur le papier, mais en tout cas l'opportunité est super belle contre 3 qui reste une équipe de Ligue 2 et puis s'ouvrir le tableau des quarts de finale. On sait que beaucoup de gros sont tombés. À partir des quarts de finale, tout est possible, quoi. En espérant éviter le PSG, comme on disait tout à l'heure, mais d'abord faut passer. Tous les joueurs insistent sur l'envie de jouer sur tous les tableaux et là ça serait vraiment dommage de perdre à 3 en 8e de finale comme ça. David, on se retrouve au Stade de France au printemps? Alors moi j'ai un peu d'expérience à Brest. Alors le Stade de France, la Coupe de France, je crois qu'il n'y a pas un club de Ligue 1 qui a un parcours aussi minable en Coupe depuis, en club pro. Heureusement qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, parce que c'était premier tour à chaque fois. On a en effet 2 quarts de finale de coupe. Oui, alors évidemment, l'état d'esprit a changé. Roy veut que ses joueurs soient des cannibales, disait-il. Oui. Moi, j'ai tout le vécu brestois fait qu'à chaque fois en coupe, ça foire, quoi. Donc, j'en ai vu dans des éliminations à Chambéry, un peu partout. Donc, à 3, en plus, je pense, en effet, il fera sûrement souffler les cadres. Pas de surprise, je souhaite qu'un succès, qu'enfin, on voit un beau parcours brestois en Coupe de France, mais je suis refroidi par le poids des ans. Laurent, quand on écoute David, pas besoin d'aller dans l'aube, c'est déjà la douche froide. C'est pour ça qu'il m'y a pas envoyé, je pense. Mais comment oui, David a raison. Faut se méfier. C'est toujours quand on pense que c'est facile qu'on trébuche. Mais bon, je pense que ils ont envie de vivre un parcours aussi. Et je pense que peut-être que le fait d'avoir tiré Paris en Ligue des Champions doit les rebooster pour la Coupe de France encore plus, je pense. Mais voilà, on va voir. Méfiance. Et ensuite, après 3, messieurs, il y aura Nantes à la Beaujoire. Les Canaries vainqueurs à Reims ce week-end et invaincus en Ligue 1 depuis la défaite à Le Blé mi-décembre. Sur ces 10 derniers matchs, le FC Nantes n'a perdu que contre Brest en championnat et en coupe. Je sens d'ici qu'Alexis tremble. Trembler, je sais pas, mais ouais, là aussi, il faudra se méfier. Un match à l'extérieur, même si c'était montré qu'il pouvait être bon sur ces matchs-là dernièrement contre les équipes de bas de tableau. Mais ouais, c'est clair, il faudra se méfier contre une équipe qui a repris confiance. Mais quand on regarde le classement, c'est un match qui compte aussi beaucoup. Les Brestois sont 8e, à 2 points de la 7e place occupée par Lyon, je crois. Donc, dans la lignée des enjeux au Havre la semaine dernière, quoi. C'est une victoire permettrait de regarder encore un peu plus haut, de se mettre encore plus au chaud dans ce ventre mou qui est même le haut du ventre mou et regarder peut-être les places européennes. Ça c'est ambitieux, mais en tout cas c'est sûr que ça permettrait de 3 points de plus de vivre la nouvelle séquence avec Paris en Ligue des Champions, la Coupe de France de façon plus sereine, plus paisible. Mais comme disait Laurent pour la Coupe de France, méfiance. Bon David, ce que j'ai pas dit à Alexis, c'est que les Nantais perdent peu en ce moment, mais ils n'ont gagné que 2 matchs depuis septembre. Bon, c'est rassurant là. Non, du tout. Moi, je me méfie énormément du potentiel offensif de Nantes avec Simon et puis Ablin qui est pleine balle en ce moment. Il joue avec Mohamed en ce moment, ils jouent à 2, ils jouent ensemble tous les deux. Et j'oublie pas qu'à l'aller, ça n'a pas été si simple que ça. Le score était relativement large. Je ne l'ai plus en tête précisément, mais ça s'est décanté sur la fin. Et je me méfie, pour moi, de Nantes est en effet très bien en ce moment. Et donc, ça ne va pas être simple du tout. Les Canaries ont fait beaucoup de matchs nuls contre des gros. Lille, Paris, Lyon, qui va moins bien. Et il y a eu aussi un match nul contre Monaco, Laurent. Après, c'est quand même ce FC Nantes en coupe, là, je les avais vus trouver assez faibles. Et dès que Brest avait accéléré, je trouve que Brest est supérieur. Mais après, c'est un match à l'extérieur, l'enchaînement des matchs, on verra si les jambes sont lourdes. Si de faire souffler les cadres, est-ce que justement ils ont besoin d'enchaîner Je vois pas Nantes faire 2 victoires de suite. Peut-être s'il y avait un truc à pronostiquer, peut-être un match nul. Mais ce qui est bien, c'est que Brest, malgré sa déculottée ce week-end, n'a pas bougé au classement. Et ça, c'est plutôt bien, grâce à la défaite de Strasbourg. Bon, ça relance Rennes, mais Rennes ne joue plus du tout le même championnat que Brest, donc on s'en fiche.
Et sur la pelouse, cette semaine, sur les pelouses, Troyes et Nantes, sans surprise, pas de Bradley Loco, absent depuis le début de saison à cause d'une rupture du tendon d'Achille. Le latéral gauche a repris la course et espère jouer cette saison. C'est ce qu'il vous a dit dans une longue interview à lire dans Ouest France, Alexis. Ouais, on a rencontré Bradley Loco, c'est sa première prise de parole, vraiment pour revenir sur sa blessure, son été et sa saison un peu folle, la saison dernière où il avait été la révélation brestoise, et puis ces Jeux Olympiques qu'il avait disputé avec l'équipe de France, une médaille d'argent, et puis le coup de massue en revenant à Brest, à la veille de la reprise de la Ligue 1, il s'était blessé, une grosse blessure, rupture du tendon d'Achille, et depuis, forcément, il est dans une phase de rééducation, donc on s'est longuement entretenu avec lui, il est revenu sur tout ça, et aussi il se projette sur sa reprise. Lui espère rejouer cette saison, donc il a repris la course, il est encore loin de la compétition, mais c'est en tout cas à retrouver dans Ouest France aujourd'hui et sur notre site internet dès demain. Et de la bien bonne lecture donc cette semaine, foncez sur le site d'Ouest France. Merci David, Alexis et Laurent, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain après Nantes en Ligue 1 et avant Paris en Ligue des Champions. Bonne semaine et bon match au pluriel. Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois.